À ma consultation prénatale, le médecin a soudainement pâli et a demandé « Qui s'est occupé de votre dernier examen ?» J'ai répondu « Mon mari, il est obstétricien. » Le médecin s'est instantanément figé et a dit « Il nous faut des preuves. » Tout de suite. Vous savez, je suis entré dans ce cabinet médical pour une consultation de routine, pensant que tout allait parfaitement bien. Mais ensuite, j'ai vu son visage. Il est devenu blanc comme un linge, fixant l'écran de l'échographie. Et les mots qu'elle a prononcés ensuite, ils ont tout simplement tout changé. « Qui s'est occupé de vos consultations précédentes ?» a-t-elle demandé, sa voix un murmure glaçant. Parce que ce que je vois, ça ne devrait pas être là. J'étais en état de choc absolu. Je veux dire, cette grossesse, elle était différente depuis le début. Pas seulement parce que c'était ma première, mais à cause de Jacob, mon mari. Il est gynécologue obstétricien. Et honnêtement, au début, je pensais que c'était une bénédiction. Pas besoin de trouver un autre médecin, n'est-ce pas? Jacob s'occupait de tout. Les vitamines, les horaires des repas, même la température de la climatisation dans notre chambre. Il me traitait comme si j'étais une pièce de porcelaine rare et précieuse, craignant que je ne me fissure. Au début, je me sentais si chérie, si aimée. Mais alors que j'atteignais mon 7e mois, quelque chose a commencé à changer. Ces soins affectueux ont commencé à ressembler moins à de la dévotion et plus à de la surveillance. Jacob insistait pour effectuer lui-même toutes les échographies dans son bureau privé. Il disait, « Je ne veux pas qu'un autre homme te regarde, ma chérie. » Et moi, étant si complètement amoureuse, je trouvais ça romantique. Vous savez, mais il y avait une autre ombre, un malaise grandissant, et c'était sa mère, Carole. En public, Carole était l'image de la matriarche parfaite. Mais quand nous étions seuls, il y avait juste quelque chose qui clochait chez elle. Elle venait presque tous les jours avec ce tonique à base de plantes à l'odeur étrange, insistant toujours pour que je le boive. C'est pour la santé du bébé, disait-elle. Mais ce qui me dérangeait vraiment, c'était la façon dont elle touchait mon ventre. Ce n'était pas le toucher affectueux d'une grand-mère. Non, c'était un toucher calculateur, comme une évaluation. Un après-midi, ses yeux fixés sur mon ventre avec cette concentration froide et dure, elle a murmuré. « Je me demande combien vaudra cet actif de petit-fils. » Elle l'a répété. C'est notre actif le plus précieux. Le mot « actif » a résonné à mes oreilles. Pas une bénédiction, pas un cadeau. Un actif, comme des actions ou de l'immobilier. Le malaise a simplement grandi. Un œuf froid dans mon estomac. Jacob, bien sûr, a toujours rejeté cela, disant que mes hormones me rendaient trop sensible. Mais je savais que je n'hallucinais pas. Quelque chose n'allait vraiment, horriblement pas. J'avais besoin de la confirmation de quelqu'un d'autre, d'une perspective neutre. Les mains tremblantes, j'ai secrètement pris rendez-vous dans une clinique à la périphérie de la ville. J'ai utilisé un faux nom, payé en espèces, cherchant un docteur Ray, un spécialiste en médecine materno-fétale, fortement recommandé sur un forum de mères. J'ai menti à Jacob, lui disant que j'allais à une réunion d'anciens camarades d'université. La culpabilité me rongeait. Bien sûr, mais la peur était bien plus grande. La clinique du docteur Ray était complètement différente du sombre bureau de Jacob. Lumineuse, propre, personnel sympathique. Je me suis en fait un peu détendu. Le docteur Ray elle-même était une femme d'âge moyen, professionnelle et sereine. J'ai expliqué que je voulais juste un deuxième avis pour avoir l'esprit tranquille, ajoutant que j'adorerais une échographie 4D pour l'album de bébé. Elle a souri, compréhensive. Eh bien, jetons un coup d'œil à ce bébé, dit-elle gentiment. Je me suis allongé, le gel frais sur mon ventre. Une image en noir et blanc a commencé à se former sur le grand écran. Le rythme cardiaque du bébé a rempli la pièce, fort, rythmé. Il est très actif, ai-je murmuré, les larmes de soulagement montant à mes yeux. Mon bébé était en bonne santé. Peut-être que j'étais juste paranoïaque. Le docteur Ray a souri. Oui, Lucie. Le bébé est en très bonne santé. Un cœur fort, une colonne vertébrale droite. Parfait. Elle a déplacé la sonde, mesurant la tête, le fémur. J'ai commencé à me détendre, à vraiment profiter du moment, mais soudain, son sourire a disparu. Elle a de nouveau déplacé la sonde, vers un endroit éloigné de l'image du bébé. Son expression est devenue sérieuse. Elle a appuyé sur quelques boutons,
agrandissant l'image sur son propre moniteur. Puis, d'un geste rapide et décidé, elle a éteint mon écran. Mon cœur a commencé à battre la chamade. « Qu'est-ce qui ne va pas, docteur ?» ai-je demandé, ma voix à peine un couinement. « Est-ce que notre bébé va bien ?»« Votre bébé va bien », a répondu le docteur Hay, mais sa voix était tendue. Elle a posé la sonde et m'a regardé attentivement. Un silence suffocant a rempli la pièce. « Qui est le médecin qui vous a examiné précédemment ?» a-t-elle demandé, sa voix basse mais ferme. J'étais complètement déconcerté par ce changement soudain. Mon mari, le docteur Jacob Reed. Il est aussi gynécologue obstétricien et sa mère, Carole, m'a beaucoup aidé. Le docteur est resté silencieuse. Elle a regardé de nouveau son moniteur comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Elle était pâle. Elle s'est levée de son siège, ses mains tremblant légèrement. « Lucie » a-t-elle dit, sa voix maintenant alarmée, urgente. « Je dois vous faire des tests immédiatement. Un bilan sanguin complet et je vous programme une IRM dès que possible. » J'ai commencé à paniquer. « Pourquoi, docteur ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce un cancer ? Une tumeur ? » Elle a rapidement secoué la tête. « Non, ce n'est pas ça. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais cet objet que je vois, il ne devrait pas être là. Il n'a pas sa place dans votre utérus. » « Quel objet, docteur ? S'il vous plaît, expliquez-moi. » Je me suis redressé. Malgré le gel d'échographie encore sur mon ventre, une froideur bien plus intense que n'importe quel gel s'est répandue en moi. Le docteur Hay a pris une profonde inspiration, essayant visiblement de contenir son alarme pour mon bien. Elle a tourné le moniteur vers moi. « Votre bébé est en bonne santé. Regardez ici. » Elle a montré l'image de mon fœtus paisiblement recroquevillé. Mais ici, elle a déplacé l'image, montrant un point près de ma paroi utérine, assez proche du bébé. C'était là, une petite ombre dense, de forme étrange. C'était si précis dans sa forme, presque comme une minuscule capsule métallique en contraste frappant avec les tissus biologiques environnants. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je murmuré avec horreur. « C'est le problème », a dit franchement le docteur Hay. « Je ne sais pas. Ce n'est certainement pas une partie de votre anatomie, ni aucun appareil médical que je connaisse. Ce n'est pas un stérilet. Ce n'est pas un implant. C'est un corps étranger, Lucie. Un objet artificiel. J'ai fixé l'ombre. Je n'ai jamais subi d'opération. On ne m'a jamais rien mis à l'intérieur. C'est ce qui m'inquiète, a dit le docteur Hay en éteignant l'échographe. Votre mari, Jacob, est gynécologue obstétricien. Il n'aurait jamais pu manquer ça sur les échographies. C'est assez évident si vous savez quoi chercher. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Si vous savez quoi chercher. Cela signifiait que Jacob savait. Son attention, son insistance à être mon seul médecin, toutes les échographies qu'il avait faites lui-même. Ce n'était pas pour protéger ma vie privée. C'était pour protéger cet objet. J'ai besoin d'un échantillon de votre sang, a dit le docteur Hay, maintenant en mode professionnel complet. Je veux vérifier les marqueurs inflammatoires. Toute présence de métaux lourds libérés dans votre circulation sanguine. Et nous avons besoin de cette IRM, mais nous devons être très prudents. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Vous ne devez en aucun cas mentionner cela à votre mari ou à votre belle-mère. Mais pourquoi, ai-je demandé, complètement déconcerté. Parce que si votre mari est au courant et vous la cachez, vous pourriez être en grand danger. Je ne sais pas quel est le but de cet objet, mais il a été placé là délibérément. Nous devons supposer le pire des scénarios. Le docteur Hay a programmé mon IRM dans un autre hôpital sous un faux nom sous prétexte d'une consultation nutritionnelle. Elle m'a prélevé du sang et m'a renvoyé chez moi. Agissez comme si de rien n'était, m'a-t-elle prévenu. Surveillez votre mari. Écoutez. Ne trahissez pas votre peur. Le trajet de retour a été un cauchemar. J'ai conduit dans un état second. Chaque petit coup de pied du bébé me rappelait maintenant de manière terrifiante l'autre envahisseur en moi. L'actif. Était-ce ce que Carole voulait dire? Quand je suis rentré à la maison, c'était le soir. La maison était calme. Jacob n'était pas encore rentré du travail. Carole n'était pas là non plus. J'ai pris une douche rapide, lavant les restes de gel, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. Je devais agir normalement.
Jacob est arrivé tard, l'air fatigué. Il m'a embrassé sur le front. Comment s'est passée la réunion? C'était bien, chérie. Beaucoup de gens sont venus, ai-je répondu, luttant pour paraître désinvolte. Jacob a souri, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. Ne te fatigue pas trop. N'oublie pas que tu portes une cargaison précieuse. Cette nuit-là, le sommeil était impossible. Je suis resté allongé sur le côté, le dos tourné à Jacob, feignant de dormir. Je sentais chacun de ses mouvements. Vers 2 heures du matin, Jacob a dû penser que j'étais profondément endormi. Il est sorti du lit en silence, ne faisant presque aucun bruit. J'ai retenu mon souffle. Il a pris son téléphone et a quitté la pièce, fermant la porte avec précaution. J'ai attendu quelques secondes avant de sortir du lit. J'ai entrouvert la porte. Jacob n'était pas allé loin. Il se tenait devant son bureau privé à l'étage. La porte était légèrement entr'ouverte. Je pouvais entendre sa voix, un murmure tendu. Elle est allée voir un autre médecin, maman. Mon cœur s'est arrêté. Oui, juste une échographie 4 des bons marchés. Elle a dit qu'elle voulait voir le visage du bébé. Non, elle ne se doute de rien. Elle est trop stupide pour se douter. Il y a eu une pause. Jacob écoutait la personne à l'autre bout du fil. Je savais exactement qui c'était. Carole, bien sûr. Je l'ai vérifié hier soir pendant qu'elle dormait, a continué Jacob, avec une pointe d'irritation dans la voix. Maintenant, ne t'inquiète pas. La position de l'objet est toujours sécurisée. La grossesse ne l'a pas déplacée. Tout est stable. Une autre pause. Oui, maman. Je l'extrairai moi-même pendant l'accouchement. Je ferai en sorte que tout ressemble à une complication normale. Ensuite, nous pourrons nous occuper du reste. Jacob a laissé échapper un rire silencieux et sans joie. Bien sûr, j'ai toujours les documents de l'héritage de Richard Franklin. Rien n'a changé. Tout se déroule selon ton plan. J'ai plaqué une main sur ma bouche pour étouffer un cri. L'objet, l'accouchement, les documents de l'héritage de Richard Franklin, mon père. Tout était lié. Mon mari, Jacob, et sa mère, Carole, conspiraient contre moi. Et la clé de tout se trouvait dans mon utérus, juste à côté de mon enfant à naître. Je suis retourné au lit en rampant, mon corps glacé malgré l'air étouffant de la pièce. J'ai remonté les couvertures jusqu'à mon menton, mes yeux fixés sur cette porte fermée. Derrière elle, dans son bureau, mon mari venait de confirmer mes pires craintes. Il n'était pas seulement un mari contrôlant. Il était un conspirateur, un menteur et peut-être un futur meurtrier. Et il travaillait pour sa mère. Les documents de l'héritage de Richard Franklin. Qu'est-ce que cela avait à voir avec mon père, mort depuis longtemps? Mon père avait été un homme d'affaires prospère, mais il n'avait jamais fait étalage de sa richesse. Il vivait modestement, et j'avais toujours cru que mon héritage consistait uniquement en cette maison et suffisamment de fonds pour mon éducation. Je me trompais de toute évidence, très lourdement. Je me suis forcé à respirer régulièrement. Je ne pouvais pas laisser Jacob savoir que j'étais réveillé. Quand il est revenu dans la chambre 15 minutes plus tard, il s'est déplacé en silence, comme un prédateur. J'ai senti le matelas s'affaisser alors qu'il s'allongeait. Je pouvais sentir son souffle sur ma nuque, régulier et calme. Je dormais à côté d'un monstre, et le monstre dormait profondément. Le matin a apporté un nouveau genre de terreur. Comment pouvais-je agir normalement? Comment pouvais-je laisser Jacob me toucher? Me donner des vitamines. Me sourire. Mais je le devais. Ma vie et celle de mon bébé en dépendaient. J'ai souri pendant le petit déjeuner et j'ai avalé les vitamines que Jacob m'a données, puis je les ai discrètement vomies dans la salle de bain. Je devais sortir de cette maison. J'avais besoin de réponses. La seule personne qui pourrait savoir quelque chose était la sœur de ma défunte mère, ma tante Martha. Tante Martha était une femme simple et timide qui avait toujours gardé ses distances avec moi après la mort de mon père. J'avais toujours pensé que c'était parce qu'elle était mal à l'aise avec notre richesse. Maintenant, je soupçonnais que c'était parce qu'elle savait quelque chose. J'ai attendu que Jacob parte pour l'hôpital. J'ai une opération. Je risque d'être en retard, a-t-il dit en m'embrassant sur le front. J'ai résisté à l'envie d'essuyer ses lèvres de ma peau. Dès que sa voiture a disparu, je me suis précipité. Je n'ai pas osé prendre mon téléphone, craignant que Jacob ne me suive.
J'ai pris les clés de la voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison de tante Martha en banlieue. Elle était petite, avec un jardin bien entretenu, un contraste frappant avec ma propre grande et froide maison. Tante Martha a été choquée de me voir, enceinte, sur son seuil. « Lucie, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« Tante, je dois te parler. C'est très important. » Tante Martha m'a laissé entrer, me faisant du thé avec des mains tremblantes. « Tu es pâle comme un fantôme. Jacob, t'a-t-il fait du mal ? Je ne m'attendais pas à ça. Tu n'as jamais aimé Jacob. » Tante Martha a détourné le regard. « Ce n'est pas ça. C'est juste la façon dont il te regarde. La façon dont ton père regardait ta mère. » J'étais confuse, mais je n'avais pas le temps. « Tante, je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois savoir des choses sur mon père et une femme nommée Carole. » La tasse de thé de tante Martha a tellement cliqueté qu'elle s'est renversée. Elle l'a posée avec un bruit sec, son visage plus pâle que le mien. « Pourquoi dis-tu ce nom ?» a-t-elle murmuré, les yeux écarquillés de terreur. « Tu ne devrais pas, c'est ma belle-mère. C'est pour ça que je suis ici, tante. S'il te plaît. Carole est la mère de Jacob. Qu'est-ce que tu sais ? » Tante Martha a laissé échapper un soupir tremblant et a commencé à pleurer. Un sanglot bas et réprimé. « Reste loin de cette femme, Lucie. Tu dois t'éloigner d'elle. »« Je ne peux pas, tante. Je vis avec eux. C'est la mère de mon mari. S'il te plaît, dis-moi. » Tante Martha a pris une profonde inspiration saccadée. « Carole n'est pas une bonne personne. Il y a des années, avant la mort de ta mère, elle était l'assistante personnelle de ton père. Elle était très intelligente, très capable, mais aussi rusée. Ton père lui faisait beaucoup confiance. Que s'est-il passé ? Elle était obsédée. Pas par ton père, mais par sa fortune. Ton père, Richard, était un homme bon, mais il était aussi paranoïaque. Il a caché sa fortune partout. Il ne faisait pas confiance aux banques. Il ne faisait confiance à personne. Tante Martha a continué, une nuit, ton père a trouvé Carole dans son bureau en train d'essayer d'ouvrir son coffre-fort personnel. Pas le coffre-fort normal, mais celui qui contenait ses registres d'actifs secrets. Ton père était furieux. Il l'a renvoyé sur le champ. C'est tout ? Ai-je demandé. Non. Carole ne l'a pas bien pris. Elle a menacé ton père. J'étais dans la pièce d'un accent grave côté. Je l'ai entendu crier. Tu m'humilies, Richard. Ta fortune aurait dû être la mienne. Un jour, je l'aurai. D'une manière ou d'une autre, je prendrai tout ce que tu as. Je suis restée silencieuse. Les documents de l'héritage de Richard Franklin. Carole avait planifié cela depuis des décennies. Tante, ai-je dit doucement. L'héritage de mon père. Qu'est-ce que tu sais à ce sujet ? Jacob et Carole n'arrêtent pas d'en parler. Tante Martha m'a regardé, les larmes coulant sur ses joues. Ton père était un excentrique, Lucie. Après la mort de ta mère, il est devenu encore plus paranoïaque. Il a dit qu'il devait protéger son héritage. Il a créé un testament très étrange. Il a dit que son héritage principal, évalué à des milliards de dollars, ne pouvait être accessible sans une clé spéciale. Quelle clé ? Où est-elle ? Je ne sais pas. Il a juste dit qu'il l'avait cachée dans l'endroit le plus sûr du monde. À l'intérieur de son trésor le plus cher, quelque chose que les gens ne voleraient jamais parce qu'ils ne sauraient pas que c'était là. J'ai baissé les yeux sur mon ventre. Mon bébé. Tante Martha a rapidement secoué la tête. Non, ma chérie. Pas son petit enfant. C'était bien avant que tu ne sois mariée. Elle m'a regardé avec horreur, comme si elle venait de réaliser quelque chose. Lucie, quand tu avais environ 15 ans, est-ce que ton père t'a emmené dans une clinique privée à l'étranger, à Genève ? Il avait dit que c'était pour une intervention médicale mineure, une sorte de nouveau vaccin. Le souvenir m'a frappé comme un coup physique. Je me suis souvenu de la clinique en Suisse. Il m'avait mis sous anesthésie générale. Mon père avait dit que c'était pour renforcer mon système immunitaire. Cet objet que je vois ne devrait pas être là. J'ai vacillé. Oh mon Dieu, Andy, l'objet est en moi. Tante Martha a poussé un petit cri. Il te l'a implanté. Ton propre père a implanté la clé dans sa fille. Et Carole le savait, ai-je murmuré.
C'est pourquoi elle a poussé Jacob à devenir gynécologue-obstétricien. Pour m'épouser. Pour me mettre enceinte. J'ai attrapé le bras de ma tante. Que dois-je faire? Il prévoit de me l'enlever à la naissance. Tante Martha paniquait. Tu dois aller à la police et leur dire. Quoi? Que mon mari est trop attentionné? Que mon père a implanté quelque chose dans mon corps? Ils vont me croire folle. Je savais que j'avais besoin de plus qu'une simple histoire. J'avais besoin de preuves et j'avais besoin d'un allié puissant. Andy réfléchit. Mon père a dû laisser d'autres indices. Qui était son avocat? Je ne sais pas. Il changeait constamment d'avocat. Il ne faisait confiance à personne. Réfléchis encore, tante. Il a dû y en avoir un. Tante Martha a fermé les yeux fermement, essayant de se souvenir. Attends, il y en avait un. Il ne l'a mentionné qu'une seule fois. Ce n'était pas un avocat d'affaires. Il était jeune, un débutant à l'époque. Ton père disait qu'il était le seul homme honnête qu'il ait jamais rencontré. Le seul qui n'était pas aveuglé par l'argent. Son nom était Alexander Vance. Elle a ouvert les yeux, clairs maintenant. Oui, Alexander Vance. Ton père disait que seul Vance pouvait exécuter son testament secret. Seul lui savait comment ça marchait. Alexander Vance, ai-je répété. Je dois le trouver. J'ai quitté la maison de tante Martha, mon esprit en ébullition. J'avais un nom, Alexander Vance. Mais j'avais aussi une nouvelle terreur. La clé était en moi. Mon propre père l'avait mise là, me transformant en un coffre-fort ambulant. Une cible pour quiconque était assez avide pour vouloir sa fortune. Et maintenant, le loup était déjà dans ma maison. Je devais rentrer avant que Jacob ne devienne méfiant. Je devais agir normalement. Mais avant de rentrer, je me suis arrêté dans une petite supérette et j'ai acheté un téléphone jetable bon marché. Je ne prenais aucun risque. Cette nuit a été la plus longue torture de ma vie. J'ai dû sourire à Jacob. J'ai dû laisser Carole, qui était passée pour le dîner, me caresser le ventre. Un si beau bébé en bonne santé, a dit Carole avec ce doux sourire. Nous devons bien prendre soin de lui. J'avais envie de vomir. J'ai juste hoché la tête et souri. Je savais que j'avais besoin de preuves tangibles. La confession de Jacob que j'avais entendue au téléphone n'était pas suffisante. L'histoire de tante Martha serait rejetée comme un oui-dire. J'avais besoin de quelque chose de solide à présenter à Alexander Vance, et je savais exactement où le trouver. Le bureau de Jacob, celui qui était toujours fermé à clé. L'occasion s'est présentée 2 jours plus tard. Jacob a reçu un appel d'urgence de l'hôpital. Une césarienne d'urgence, une patiente en état critique. Il est parti précipitamment. Maman viendra rester avec toi, a-t-il dit avant de partir. Je savais que ma fenêtre d'opportunité était étroite. Dès que la voiture de Jacob a disparu, j'ai couru au bureau. La porte, comme toujours, était verrouillée, mais j'ai remarqué que Jacob n'utilisait pas de clé. Il utilisait un clavier sur la poignée de la porte. J'ai essayé ma date d'anniversaire, échec. L'anniversaire de Jacob, échec. Notre anniversaire de mariage, échec. J'ai paniqué. J'ai entendu une voiture au loin. Carole. J'ai essayé une dernière combinaison, quelque chose qui me dégoûtait. La date d'accouchement de mon bébé. Clic, la porte s'est ouverte. La douleur de la trahison était profonde. Il avait utilisé notre bébé comme clé. La pièce était froide et ordonnée. Derrière un sombre tableau de paysage sur le mur, je savais qu'il y avait un coffre-fort. J'ai écarté le tableau. Comme prévu, un coffre-fort numérique. J'ai essayé le même code, la date d'accouchement du bébé. Bip. Le coffre-fort s'est ouvert. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent ni de bijoux, mais une pile de documents intitulés « Richard Franklin ». Et au-dessus de la pile, un épais journal relié en cuir noir. Je l'ai sorti. Ce n'était pas un journal normal. C'était un journal médical. Ma main a tremblé en ouvrant la première page. C'était à propos de moi. D'une écriture clinique froide, Jacob avait tout documenté. Première page, accès au sujet Lucie établi avec succès. Phase interminée. Elle montre de l'intérêt comme prévu. Des pages de plusieurs mois plus tard, mariage célébré.
Accès complet au sujet obtenu. C est très satisfaite. Les pages les plus glaçantes se trouvaient à la fin. Elles commençaient avec le début de ma grossesse. Grossesse induite avec succès après 3 tentatives. Le sujet ne se doute de rien. Emplacement de l'objet confirmé par échographie portable. Stable. Pas de déplacement dû à la croissance fœtale. J'ai feuilleté les pages, à bout de souffle. L'entrée la plus récente datait de quelques jours. Plan d'extraction pour le jour J, procéder à une césarienne d'urgence après une induction ratée mise en scène. Prétendre une détresse fœtale. Cordon nucal. Une anesthésie générale complète sera utilisée. Cela fournira suffisamment de temps pour l'extraction de l'objet après l'accouchement. Et puis une dernière phrase, d'une encre différente, comme si elle avait été ajoutée plus tard, c'est suggère un accident de faute professionnelle avec un surdosage d'anesthésie après l'intervention. La manière la plus propre d'éliminer les complications de propriété future. Le sujet n'a pas besoin de survivre une fois que l'objet est récupéré avec succès. Mes genoux ont cédé. Je me suis effondré sur le sol. Un accident d'anesthésie. Il prévoyait de me tuer. Ce n'était pas seulement un vol. C'était un complot de meurtre de sang-froid conçu par mon mari et sa mère. J'ai photographié chaque page de ce journal avec mon nouveau téléphone. Mon cœur battait si fort que mes oreilles bourdonnaient. Je devais tout remettre en place. Alors que j'étais sur le point de fermer le coffre-fort, mes yeux ont capté autre chose. Une vieille enveloppe jaunie glissée sous la pile de documents. Elle était écrite à la main d'une écriture fleurie que j'ai reconnue comme celle de Carole. Elle était adressée à Jacob à une ancienne adresse de dortoir. J'ai ouvert la lettre. La date remontait à 20 ans, quand Jacob venait de commencer ses études de médecine. Mon très cher Jacob, commençait la lettre. Je sais que c'est cher. Maman le sait. Mais ça en vaudra la peine. Ce lâche de père que tu as ne comprendrait jamais. Mais nous savons pourquoi nous nous battons. La fortune de Richard Franklin devrait être la nôtre. Il m'a humilié, renvoyé, traité comme de la saleté juste parce que je voulais ce qui me revenait de droit. Maintenant, écoute-moi attentivement. J'ai découvert son secret. Cet imbécile de Richard a implanté la clé de sa fortune dans sa propre fille. Cette stupide petite fille, Lucie. C'est le destin, Jacob. Tu dois devenir médecin. Pas chirurgien, pas pédiatre. Tu dois devenir gynécologue obstétricien. C'est le seul moyen. Tu la feras tomber amoureuse de toi. Tu l'épouseras, tu la mettras enceinte, et ensuite tu ramèneras à la maison ce qui nous revient de droit. Ne me déçois pas, mon fils. Ne sois pas comme ton père. Fais-le pour moi. Fais-le pour notre avenir. Tous ces sacrifices seront récompensés. J'ai fixé la lettre avec horreur. Ce n'était pas un nouveau plan. C'était un scénario écrit par Carole il y a des décennies. Jacob n'était pas seulement un mauvais mari. Il était un outil affûté pendant 20 ans par sa mère, dirigé directement sur mon cœur. Soudain, j'ai entendu le bruit d'une clé dans la porte d'entrée. Clic-clac. Carole était arrivée. Plutôt que Jacob ne l'avait dit. J'ai paniqué. Je me suis précipité pour remettre la lettre et le journal dans le coffre-fort, je l'ai refermé et j'ai replacé le tableau. Je suis sorti du bureau en courant, verrouillant la porte avec le même code. Je suis arrivé au salon, à bout de souffle, juste au moment où Carole entrait avec des sacs de course. Mais, Lucie ? Le doux sourire de Carole s'est déployé. Pourquoi allais-tu ainsi, ma chérie ? Comme si tu avais couru. J'ai dégluti difficilement, forçant un sourire sur mon visage crispé. Mes mains tremblaient violemment derrière mon dos. Oh, rien, Carole. Ma voix sonnait étrange, même à mes propres oreilles. J'ai juste eu une envie soudaine de quelque chose d'acide. J'allais à la cuisine. Pourquoi es-tu ici si tôt ? Un nœud s'est formé dans ma gorge. Carole se tenait dans l'embrasure de la porte, son sourire comme un masque de porcelaine bienveillant. Je t'ai apporté ta soupe au poulet préférée, dit-elle en brandissant un sac de course. Merci, Carole, ai-je répondu, à peine audible. Je sentais le regard de Carole scruter chacun de mes mouvements, à la recherche du moindre signe d'anxiété. Ma main, serrant le téléphone bon marché dans la poche de mon pantalon de survêtement, était moite de sueur. Je devais agir normalement. Je savais que le temps était compté.
Le journal de Jacob et la lettre de Carole étaient la preuve d'un crime parfait. Mais cette preuve serait inutile si je finissais morte sur une table d'opération. Je devais sortir de cette maison. Mais comment? Carole me suivait maintenant comme une ombre, dormant dans la chambre d'amis voisine sous prétexte de m'aider, surveillant chaque bouchée de nourriture qui entrait dans ma bouche. Je savais que je ne pouvais pas simplement m'enfuir. Il me rattraperait. J'avais besoin d'un plan, d'une diversion et d'un allié extérieur. J'ai pensé au docteur. J'avais ce rendez-vous pour l'IRM qu'elle avait programmé. C'était ma seule raison légitime de quitter la maison sans Jacob, mais le rendez-vous était dans 3 jours. Je n'étais pas sûr d'avoir autant de temps. Cette nuit-là, après que Carole se soit endormie dans la pièce voisine, je me suis glissé dans la salle de bain, j'ai verrouillé la porte, j'ai ouvert le robinet à fond et je me suis assise sur le sol froid. J'ai sorti mon téléphone jetable. La réception dans la salle de bain était terrible, mais j'ai réussi à envoyer un seul message texte au docteur. Il sait, sa mère aussi. Ils ne me laisseront pas partir. Ils prévoient de me tuer pendant l'accouchement. Je dois sortir maintenant. La réponse est venue 5 minutes plus tard, ce qui a semblé une éternité. Reste calme, Lucie. Ne panique pas, avance ton rendez-vous IRM à demain matin. Dis à ton mari que c'est une recommandation de ton ancien médecin pour un examen pelvien. Viens à l'adresse que je t'envoie. Ne rentre pas chez toi. J'aurai une équipe prête. Nous devons faire en sorte que cela paraisse médicalement légitime. Une nouvelle adresse est apparue. Ce n'était pas l'hôpital où travaillait le docteur. C'était une clinique privée discrète. J'ai supprimé les messages. Un problème résolu. Maintenant le second, Alexander Vance. J'avais un nom, mais pas un visage, pas un numéro. Je ne pouvais pas le chercher en ligne. J'étais sûr que Jacob et Carole surveillaient mon activité sur Internet. Puis je me suis souvenu de quelque chose. Le bureau de mon père. Le vrai bureau de Richard Franklin dans la maison d'amis à l'arrière. C'était un endroit où ni Jacob ni Carole n'allaient jamais. Ils pensaient probablement que la pièce était remplie de bric-à-brac et de mauvais souvenirs, mais je savais que mon père gardait tout. Aux petites heures du matin, bien avant que Jacob ou Carole ne soient réveillés, je suis allé à la maison d'amis. La pièce sentait la poussière, le vieux papier et le bois. Sur les étagères imposantes, parmi d'épais registres commerciaux, j'ai trouvé ce que je cherchais, un épais carnet d'adresses relié en cuir. Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. Sous la lettre V, je l'ai trouvé. Vance, Alexander. Cabinet d'avocats Vance et Associés. Il y avait un numéro de bureau et un numéro personnel. J'ai photographié les numéros avec mon téléphone jetable. Soudain, j'ai entendu des pas dans le couloir. Mon cœur a bondi dans ma gorge. Lucie, ma chérie, c'était la voix de Jacob. Que fais-tu ici à cette heure? C'est si poussiéreux. Pas bon pour le bébé. J'ai rapidement caché le téléphone derrière mon dos. Papa me manquait, ai-je murmuré, utilisant la vérité comme un mensonge. J'ai soudainement eu envie de voir ses affaires. Jacob m'a étudié un instant, son regard clinique m'évaluant. Puis il a souri. Le faux sourire que je connaissais si bien. Retourne au lit. Tu as besoin de repos. Tu as cette IRM demain, n'est-ce pas? Tu me l'as dit hier soir. Je me suis figé. Oh, oui, chérie. Pour un examen pelvien. Mon ancien médecin a dit que c'était important. Bien sûr, a dit Jacob. Bonne idée. Maman t'emmènera. J'ai une grosse opération demain. Je ne peux pas annuler. Mon sang s'est glacé. Carole m'emmènerait. C'était un désastre. Mon plan d'évasion s'effondrait. Je ne pouvais pas m'échapper avec Carole là. Mais j'ai juste hoché la tête. D'accord, chérie. C'est bon. Je devrais adapter mon plan. Demain serait le jour de mon évasion, d'une manière ou d'une autre. Le matin, je me suis préparé. Mon esprit travaillait à toute vitesse. Carole m'attendait déjà dans la voiture. Je suis allé aux toilettes une dernière fois. J'ai sorti mon téléphone. Je savais que je n'avais qu'une seule chance. J'ai envoyé un texto à Alexander Vance, à ce numéro personnel. Je suis Lucie Franklin, la fille de Richard Franklin. Ma vie est en danger. Mon mari, Jacob, et sa mère, Carole, essaient de me tuer pour l'héritage de mon père.
J'ai des preuves. Je suis en route pour la clinique future sur Rosewood Street maintenant. S'il vous plaît. Je n'ai nulle part où aller. Suivez ce téléphone. Je l'ai envoyé, puis j'ai éteint le téléphone et je l'ai caché dans ma chaussure. Le trajet jusqu'à la clinique a été atroce. Carole a bavardé sur le bonheur d'avoir bientôt un petit enfant. J'ai juste hoché la tête, mon cœur battant si fort que j'avais peur que Carole l'entende. Nous sommes arrivés à la clinique. Elle était petite et discrète, très différente d'un grand hôpital. Carole a regardé le bâtiment d'un air méfiant. Pourquoi ici? Pourquoi pas un grand hôpital? C'est une clinique spécialisée pour les IRM de grossesse, Carole. C'est plus sûr, ai-je répété, en utilisant l'excuse que le docteur m'avait donnée. Je suis entré. Une infirmière m'a accueilli. Lucie, veuillez venir vous changer. Votre belle-mère peut attendre ici. Je vais avec elle, a dit sèchement Carole. Je suis désolé, madame, a dit fermement l'infirmière. Règle stricte. Pas de compagnons dans les vestiaires ou la salle d'IRM à cause des radiations. Carole avait l'air furieuse, mais elle ne pouvait pas discuter des procédures médicales. Elle s'est assise dans la salle d'attente, les yeux fixés sur la porte par laquelle j'avais disparu. Je suis entré dans le vestiaire. Le docteur attendait déjà à l'intérieur. Tu es venu, a-t-elle murmuré. Elle est là dehors. Elle ne me laissera pas partir, ai-je dit en paniquant. Tu ne sortiras pas par la porte d'entrée. Le docteur a montré une autre porte derrière un casier. C'est la sortie du personnel. Il y a une voiture qui attend maintenant. Donne-moi ton téléphone. Je l'ai laissé à la maison. Bien. Maintenant, dépêche-toi. Nous n'avons qu'environ 15 minutes avant qu'elle ne commence à se méfier. Juste au moment où j'allais bouger, l'alarme incendie de la clinique s'est déclenchée. Une légère fumée a commencé à remplir les couloirs. Il y a eu des cris de panique dans la salle d'attente. La porte du vestiaire s'est ouverte brusquement. Ce n'était pas le docteur C'était Carole, ses yeux brûlants de rage. Où crois-tu aller, petite traîtresse? A grogné Carole. Elle a dû déclencher l'alarme elle-même. Le docteur a essayé d'intervenir. Madame, que faites-vous? C'est un hôpital. Carole a poussé le docteur contre un mur. La ferme. C'est une affaire de famille. Elle m'a attrapé le bras. Tu te crois si maligne? Tu ne m'échapperas jamais. Jacob attend à l'arrière. Nous savions que tu tenterais quelque chose. C'était un piège. Jacob n'avait pas d'opération. Il savait que j'essaierais de m'enfuir. Il m'avait tendu un piège. Nous allons faire cette opération tout de suite, a dit Carole, en me traînant dans un couloir arrière. Je me suis débattu. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Ils essaient de me tuer, ai-je crié de toutes mes forces. Nous avons atteint la sortie arrière. Il n'y avait pas d'ambulance qui attendait, mais une camionnette noire. Jacob se tenait à côté, le visage froid et sans expression. Il tenait quelque chose. Un chiffon de chloroforme. Je t'avais dit qu'elle ne viendrait pas tranquillement, a dit Jacob à sa mère. Les deux m'ont attrapé. Je me suis débattu, j'ai donné des coups de pied et j'ai mordu, mais ma force me lâchait. Jacob a commencé à approcher le chiffon de mon visage. Arrêtez-vous là. Une voix calme mais autoritaire a percé le chaos. Jacob et Carole se sont figés. Au bout de l'allée, un homme en costume impeccable se tenait calmement. Il n'était pas seul. Derrière lui se trouvaient deux policiers en uniforme. « Qui êtes-vous » a crié Jacob, me tenant toujours. « Je suis Alexander Vance » a dit l'homme. « Je suis l'avocat du défunt Richard Franklin, et je représente ma cliente, elle. » Il m'a montré. « Qui vient de m'informer que vous deux tentez de l'enlever ?» Carole a ri. « N'importe quoi. Cette fille est la femme de mon fils. Elle est hystérique. Probablement malade. Elle l'est peut-être, a dit Alexander. Mais sa maladie a eu la bonne fortune de m'envoyer une copie complète de ce journal médical. Alexander a brandi son téléphone, montrant les photos que j'avais envoyées des pages du journal de Jacob, et aussi une copie de la lettre du complot de meurtre que vous avez écrite il y a 20 ans, Madame Reed. La couleur a quitté les visages de Jacob et Carole. Nous avons reçu l'appel de Mademoiselle Franklin, a continué Alexander, sa voix maintenant glaciale,
et nous avons suivi le téléphone. Mais nous avons aussi reçu un paquet d'urgence du docteur et avec toutes les preuves médicales, y compris les résultats de l'IRM de l'objet dans l'utérus de ma cliente. Le docteur est sorti de derrière le policier, son visage tendu, mais déterminé. Jacob, a dit Alexander, en tant que médecin, vous savez ce qu'est une faute professionnelle. Mais en tant que conspirateur, vous venez de commettre une erreur fatale. Vous avez tout écrit. Les deux policiers se sont avancés. Jacob Reed, Carol Reed, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, complot d'enlèvement et complot en vue de commettre une fraude. Jacob m'a lâché. Il savait que c'était fini. Mais pas Carol. Avec un cri bestial, elle s'est jetée sur moi, ne se souciant plus du bébé ou de la clé. Si je ne peux pas la voir, toi non plus. Mais c'était trop tard. La police l'avait déjà maîtrisé. Jacob est resté immobile, vaincu par sa propre arrogance. J'ai vacillé, manquant de tomber. Alexander m'a rattrapé. Lucie, a-t-il dit doucement. Je suis Alexander Vance, l'avocat de votre père. Vous êtes en sécurité maintenant. J'ai regardé l'homme, puis le docteur Hay. Mes alliés étaient venus. J'avais réussi. Et à ce moment précis, j'ai ressenti une douleur aiguë dans mon abdomen. Ce n'était pas la prise de Carol. C'était différent. J'ai regardé le docteur Hay avec des yeux terrifiés. Docteur, ai-je haleté. Je crois que je viens de perdre les os. J'ai serré mon ventre, une douleur aiguë qui n'avait rien à voir avec la peur me déchirant le corps. Le liquide amniotique a trempé mes jambes, créant une flaque sur le sol crasseux de l'allée. Le bébé arrivait. Maintenant. Au milieu de ce chaos. Alors que mon mari était arrêté et menotté. Carol a vu la flaque à mes pieds. Ses yeux remplis de haine se sont soudainement transformés en une concentration terrifiante. Le bébé, a-t-elle hurlé. La clé est en train de naître. Elle s'est débattue avec une force surhumaine, entraînant l'officier qui la tenait. Jacob, prends le bébé. Prends la clé. Jacob, en revanche, était paralysé. Son visage était cendré, non pas à cause de l'arrestation, mais à la vue d'Alexander. Il avait vu son journal sur le téléphone d'Alexander. En tant qu'expert manipulateur, il savait quand la partie était terminée. Le calcul froid dans ses yeux montrait qu'il avait déjà abandonné le plan et commençait à calculer sa peine. Mais pas Carol. Pour elle, ce n'était pas fini. Lâche, a-t-elle craché à son fils. Après tout ce que j'ai sacrifié. Prends-le. Ça suffit. La voix calme d'Alexander a percé l'air. Officier, mettez-les dans la voiture. Sortez-les de cette zone. Le deuxième officier a aidé son partenaire, traînant une Carole toujours hurlante et un Jacob mortellement silencieux. Alors qu'il passait à côté de moi, Carole m'a regardé avec une haine pure. Ce n'est pas fini, Lucie. Tu ne profiteras jamais de cet héritage. Je pourrirai en prison, mais je m'assurerai que tu souffres. Jacob n'a rien dit. Il m'a juste regardé avec aucun remords dans les yeux, seulement un vide froid qui était d'une certaine manière bien plus terrifiant que la rage de sa mère. Lucie. La voix du docteur Hay m'a ramené à la réalité. Le médecin était déjà agenouillé devant moi, ignorant le chaos environnant, son professionnalisme ayant pris le dessus. Lucie, écoute-moi. Tu es en état de choc et tu es en travail. Les contractions arrivent trop vite. Ça fait mal, ai-je gémi, en m'appuyant sur Alexander. Le stress extrême l'a déclenché. Nous ne pouvons pas accoucher ici. Le docteur Hay a regardé sa petite clinique. Et nous ne pouvons pas y retourner. Ce n'est pas stérile. Pas équipé pour ça. Elle a regardé Alexander. Nous devons l'emmener à un grand hôpital maintenant. Alexander a hoché la tête. J'appelle une ambulance. Pas le temps, a dit le docteur Hay. Regarde l'intervalle de ses contractions. 2 minutes. Ça va être rapide. Utilise cette voiture de police avec laquelle ils les ont emmenés. Dis-leur de mettre les sirènes. Alexander a réfléchi rapidement. Trop risqué. Nous ne savons pas s'ils ont quelqu'un d'autre ici. Nous utiliserons ma voiture. Elle est blindée. Une relique de votre père, m'a-t-il dit avec un petit sourire sombre. Il était vraiment paranoïaque. Tout s'est passé rapidement.
Alexander m'a soulevé et j'ai crié de douleur alors qu'une autre contraction frappait. Le docteur a attrapé une trousse d'urgence de sa clinique. Ils m'ont emmitouflé sur la banquette arrière d'une lourde berline de luxe noire. Le docteur est monté à côté de moi alors qu'Alexander prenait le volant. Où allons-nous? A demandé Alexander. Métropolitan Général. Mon équipe est en attente là-bas. Je leur ai dit que c'était une urgence pour une personne très importante. La voiture a démarré en trombe, se faufilant dans la circulation. Pour moi, le trajet était un flou de douleur et de peur. Chaque bosse sur la route ressemblait à un couteau. J'ai peur, docteur, ai-je sangloté en serrant la main du docteur. Et si cette clé, cet objet, blesse le bébé à la sortie? Le docteur a pris mon visage entre ses mains, me forçant à la regarder dans les yeux. Lucie, écoute-moi. Tu as traversé l'enfer. Tu as vaincu 2 monstres. Maintenant vient la partie difficile, mais tu n'es pas seul. Concentre-toi sur ta respiration. Concentre-toi sur ton bébé. Je m'inquiéterai pour ce maudit objet. Compris? Ton seul travail en ce moment est de mettre au monde ce bébé. Laisse le reste à moi. Ces mots fermes m'ont ancré. J'ai hoché la tête, j'ai fermé les yeux et je me suis concentré. Nous sommes arrivés à l'entrée des urgences de l'hôpital. Une équipe d'infirmières et un brancard attendaient. C'était une opération fluide et professionnelle, à l'opposé du chaos de la clinique. J'ai été immédiatement transporté dans une salle d'accouchement privée préparée. Alexander se tenait à l'extérieur de la porte, coordonnant avec la sécurité de l'hôpital. Personne n'entrait à cet étage sans son autorisation. On m'a branché à des moniteurs. Le rythme cardiaque du bébé était fort, mais mes contractions étaient incroyablement intenses. Le docteur m'a examiné. Dilatation complète, Lucie. Ton corps sait quoi faire. Il est temps de commencer à pousser. J'ai regardé le docteur. J'étais à l'abri de Jacob. J'étais à l'abri de Carole. Maintenant, je devais faire face au dernier défi que mon père avait placé dans mon ventre des décennies plus tôt. Pousse, Lucie. Pousse. La voix du docteur été ma seule encre dans une mer de douleur. J'ai poussé de toutes mes forces, mon corps se cambrant sur le lit. La salle d'accouchement était une ruche d'activité concentrée. Une infirmière m'a essuyé la sueur du front. Une autre surveillait le rythme cardiaque fœtal. Je ne peux plus le faire, ai-je murmuré, à bout de souffle. Si, tu peux. Je vois la tête. Encore une fois, Lucie. Pousse de toutes tes forces. J'ai pris une profonde inspiration et, ignorant la douleur brûlante et l'immense pression, j'ai poussé avec un cri qui déchirait l'âme. Et soudain, toute cette pression a disparu, remplacée par le son d'un cri fort et puissant, plein de vie. Il est là, s'est exclamée une infirmière. Je me suis effondré, épuisé. Des larmes de soulagement ont coulé sur mes joues. J'avais réussi. Mon bébé était en sécurité. Un garçon en bonne santé. Il est parfait. J'ai pleuré en silence, regardant l'équipe nettoyer mon fils. La raison pour laquelle je m'étais battu. Il était en bonne santé. Mais le docteur n'avait pas terminé. Son visage est redevenu sérieux. Elle m'a regardé. Lucie, le bébé est en sécurité maintenant. Finissons-en. Ne bouge pas. Le placenta va bientôt sortir, et je dois vérifier cet objet. J'étais trop épuisé pour parler. J'ai juste hoché la tête. Le docteur a travaillé rapidement. Après l'expulsion du placenta, elle a effectué un examen manuel avec un soin extrême, utilisant en même temps une sonde à ultrasons portable pour localiser l'objet. D'accord, bien, a-t-elle marmonné. Il n'a pas bougé. Il est loin du site d'implantation du placenta. Votre père savait ce qu'il faisait. L'objet n'était pas dans la cavité utérine, mais implanté dans le myomètre, le muscle de l'utérus. Ai-je besoin d'une opération, ai-je demandé faiblement. Pas nécessairement, a dit le docteur. Je peux le retirer, mais pas maintenant. Vous venez d'accoucher. Votre corps a besoin de récupérer. Essayer de le retirer maintenant serait trop risqué à cause des hémorragies. J'ai eu l'air déçu. Alors, il est toujours en moi pour l'instant. Oui, a dit le docteur. Mais il est inerte. Il ne représente aucun danger pour vous. Soudain, le médecin s'est arrêté.
Elle a de nouveau regardé l'écran à ultrasons. Attendez, c'est étrange. Quoi, ai-je dit, de nouveau alarmé. On dirait qu'il y a une petite lumière à l'intérieur de l'objet. Elle clignote très faiblement. Le docteur a zoomé sur l'image. Mon Dieu, l'objet s'active. La naissance de votre bébé. L'ADN de votre bébé a dû le déclencher. Juste à ce moment-là, la porte de la salle d'accouchement s'est ouverte. Alexander est entré, flanqué de 2 gardes de sécurité de l'hôpital. Il avait l'air urgent. Lucie, docteur, je suis désolé d'interrompre, mais je viens de recevoir un appel de la Banque centrale suisse. Alexander avait l'air à la fois confus et tendu. Quoi? Le testament de Richard Franklin vient de s'exécuter automatiquement. Toute sa fortune, des milliards de dollars, vient d'être transférée sur un nouveau compte au nom de Lucie Franklin et de ses descendants. C'est arrivé il y a exactement 3 minutes, monsieur. Alexander a regardé sa montre. Le docteur a regardé Alexander, puis moi, puis l'écran à ultrasons. Exactement au moment où son bébé est né. La naissance était la clé, une clé biométrique. J'ai regardé mon fils, maintenant nettoyé et enveloppé dans une couverture, qu'une infirmière m'apportait. Il n'était pas seulement mon bébé. Il était mon libérateur. L'infirmière a placé le bébé sur ma poitrine. Je l'ai serré fort. Bonjour, petit, ai-je murmuré. Alexander s'est approché, un sourire sincère sur le visage. Félicitations, Lucie. Vous l'avez fait. Vous êtes une femme riche et vous avez un fils en bonne santé. Mais qu'en est-il de Jacob et Carole, ai-je demandé. On s'occupe d'eux. Ils ne verront pas la lumière du jour avant très longtemps, a dit Alexander. Il y a encore un problème, a dit le docteur en rangeant son matériel. Cette clé, cet objet, est toujours à l'intérieur de Lucie et il est actif maintenant. Nous ne savons pas quelles autres fonctions il a en plus de déclencher le transfert. Alexander a fixé la capsule clignotante sur l'écran à ultrasons. Je pense que je sais, a-t-il dit doucement. Votre père, Richard Franklin, n'était pas seulement paranoïaque. C'était un génie vengeur. Que voulez-vous dire, ai-je demandé. Alexander m'a regardé sérieusement. Lucie, je ne pense pas que cet objet ait juste ouvert un compte. Je pense qu'il a enregistré. Enregistré quoi? Tout, a dit Alexander. Pendant des années. Chaque conversation, chaque menace, chaque murmure. Richard Franklin ne vous a pas seulement donné un héritage. Il vous a donné une arme, et nous venons de l'activer. L'intervention pour retirer l'objet a eu lieu 2 jours après ma naissance. C'était une opération majeure, mais elle exigeait une précision immense. Le docteur a fait appel à un chirurgien thoracique habitué à traiter des corps étrangers pour effectuer l'intervention pendant que j'étais sous sédation légère. Alexander attendait à l'extérieur avec une ordonnance du tribunal l'autorisant à prendre possession de l'objet comme preuve. L'intervention a été un succès. Lorsque le docteur est sorti de la salle d'opération, elle tenait une petite fiole stérile. À l'intérieur se trouvait une capsule métallique de la taille d'un grain de riz, mais légèrement plus épaisse. Elle était d'une couleur terne, mais à sa surface, une minuscule lumière LED bleue clignotait, indiquant qu'elle était toujours active. Le voici, a dit le docteur en le tendant à Alexander. La relique de Richard Franklin, ce génie fou. Lucie va bien. Elle est en convalescence maintenant. C'est votre domaine. Alexander l'a pris avec un mélange d'effroi et d'admiration. Il l'a immédiatement emmené à la meilleure équipe de criminalistique numérique du pays. Ce qu'ils ont trouvé a dépassé ses imaginations les plus folles. L'objet était un dispositif d'enregistrement audio à alimentation biométrique conçu pour être actif en permanence, tirant son énergie de la chaleur corporelle et des micro-impulsions nerveuses. Et comme Alexander l'avait soupçonné, il avait enregistré pendant 15 ans, depuis le jour où il a été implanté dans mon corps de 15 ans. Les données audio qu'ils ont extraites étaient de plusieurs téraoctets. La plupart étaient des sons triviaux de ma vie quotidienne, des professeurs donnant des cours, des conversations avec des amis, le son des films. Mais Alexander et son équipe se sont concentrés sur les enregistrements à partir du jour où j'ai rencontré Jacob, et là, ils ont trouvé de l'or. Le procès de Jacob et Carole a fait la une des journaux. Au début, leurs avocats, engagés avec les restes de l'argent que la famille de Jacob avait déboursé, étaient arrogants. Ils ont soutenu que j'étais une femme émotionnellement instable souffrant de paranoïa postpartum.
Ils ont prétendu que le journal médical de Jacob n'était qu'un enregistrement de fantasme ou un projet de recherche mal interprété. Ils ont dit que la lettre de Carole était l'explosion émotionnelle d'une mère incomprise d'il y a des décennies, sans pertinence pour aucun crime. Ils ont dépeint Jacob comme un médecin dévoué et Carole comme une grand-mère aimante. J'étais assise dans la salle d'audience, mon fils Matthew dans les bras. J'étais calme. À côté de moi était assis le docteur et ma tante Martha. Alexander se tenait avec le procureur. Votre honneur, a dit l'avocat de Jacob, l'accusation n'a présenté aucune preuve tangible que mon client ait jamais eu l'intention de nuire à sa femme, seulement des conjectures et des écrits privés obtenus illégalement. Le procureur a souri légèrement. Votre honneur, nous aimerions présenter une dernière pièce à conviction, la pièce A. Alexander s'est avancé et a remis au greffier du tribunal une clé USB avec les données. Cette preuve, a dit le procureur, a été récupérée dans l'utérus même de la victime. Un murmure a parcouru la salle d'audience. L'avocat de Jacob a bondi sur ses pieds. Objection. C'est une tactique théâtrale absurde. Objection rejetée, a dit le juge. J'ai examiné ce rapport de criminalistique. Poursuivez. Le premier enregistrement audio a été joué. C'était ma voix et celle de Jacob discutant joyeusement du tapis pour la chambre du bébé 3 mois plus tôt. Le son était aussi clair que s'ils étaient dans la pièce. L'avocat de Jacob a dégluti. La clarté de l'enregistrement était étrange. Et maintenant, a dit le procureur, nous allons jouer un enregistrement du 14 octobre à 2 heures du matin, enregistré dans le bureau du domicile de l'accusé. La voix de Jacob a chuchoté, mais clairement, elle est allée voir un autre médecin, maman. Oui, juste une échographie 4 des bons marchés. Elle est trop stupide pour se douter. La position de l'objet est toujours sécurisée. Oui, maman. Je l'extrairai moi-même pendant l'accouchement. J'ai toujours les documents de l'héritage de Richard Franklin. Tout se déroule selon ton plan, Jacob. Jacob, dans le box des accusés, fixait le sol, son visage cendré. À côté de lui, Carole a commencé à trembler, non pas de peur, mais de rage. Et maintenant, a dit le procureur, une conversation entre les deux accusés enregistrée dans leur salon 2 jours plus tard. La voix de Carole, froide et calculatrice, tu dois être ferme, Jacob. Cette grossesse te ramollit. N'oublie pas l'objectif. La voix de Jacob, je ne me ramollis pas, maman. Je suis juste prudent. La voix de Carole, la prudence ne te rapportera pas des milliards. Le plan de l'accident d'anesthésie est le meilleur, le plus propre pour éliminer les complications de propriété future. Elle n'a pas besoin de vivre longtemps après que nous ayons la clé. Un halètement collectif a parcouru la pièce. Un juré s'est couvert la bouche. Carole m'a regardé, ses yeux en feu. Et un de plus, a tonné le procureur, sa voix résonnant. Un enregistrement d'il y a 20 ans, enregistré lorsque l'accusé Jacob, alors ami d'université, a rendu visite au domicile de mademoiselle Franklin pendant que l'accusée Carole, se faisant passer pour une consultante en restauration à l'époque, lui parlait à la porte. La voix d'une jeune Carole sifflant, regarde cette fille, Jacob. Lucie. Son père a implanté la clé en elle. Je le sais. Tu dois devenir gynécologue obstétricien. Tu la feras tomber amoureuse de toi. Tu ramèneras à la maison ce qui nous revient de droit. Ne me déçois pas, c'était la preuve irréfutable. Des décennies de complots, de projets de meurtre, d'intentions malveillantes, le tout enregistré grâce au génie paranoïaque de Richard Franklin. L'avocat de Jacob s'est assis sans plus rien à dire. Il n'y avait rien à dire. Le juge a lu le verdict. Coupable de toutes les charges. Tentative de meurtre, complot en vue de commettre une fraude, falsification médicale et enlèvement. Alors que le juge les condamnait à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, Carole a explosé. « Tu crois que tu as gagné » m'a-t-elle crié en se débattant contre les gardes. « Tu as juste eu de la chance, stupide fille. Tu es comme ton père. Nous sortirons. Nous sortirons, Jacob. » Jacob, en revanche, n'a pas bougé. Il m'a juste regardé, ses yeux remplis d'une horreur vide, le regard d'un sociopathe piégé. Son seul regret était d'avoir échoué. J'ai croisé son regard sans crainte. J'ai serré Matthew plus fort. J'avais affronté mes monstres et j'avais gagné. La justice légale était rendue. Il était maintenant temps pour la justice émotionnelle. 1 an a passé.
Ma vie a été transformée. J'ai quitté la maison remplie de mauvais souvenirs. Je vivais maintenant dans un domaine lumineux au bord d'un lac, tout en vert et en lumière du soleil. Les murs étaient ornés de photos de mon fils Matthew, qui était devenu un bambin sain et heureux. Tante Martha vivait avec nous, son visage n'étant plus marqué par la peur, mais par un bonheur sincère alors qu'elle aidait à s'occuper de Matthew. La fortune de Richard Franklin n'est pas restée dans une banque. Avec les conseils avisés d'Alexander, j'ai transformé ma tragédie en un but. Nous avons créé la Fondation Lucie Franklin. Ce n'était pas une œuvre de charité ordinaire. La fondation avait deux branches principales. La première, dirigée par le docteur et elle-même, était l'aile médicale. Elle fournissait des services juridiques et médicaux gratuits aux femmes piégées dans des situations de négligence ou de maltraitance médicale, en particulier par leurs conjoints ou les membres de leur famille. La clinique du docteur était maintenant un établissement de pointe qui formait d'autres médecins à reconnaître les signes subtils de la maltraitance dissimulée. La deuxième branche, gérée par Alexander, était l'aile juridique. Elle gérait tout mon patrimoine et finançait agressivement les litiges contre des prédateurs comme Jacob et Carol. Ils étaient le cauchemar des escrocs déguisés en amour. J'étais moi-même le visage de la fondation. N'étant plus une victime timide, j'étais une philanthrope forte. Ma voix, calme mais ferme, était une avocate pour ceux qui ne pouvaient pas parler pour eux-mêmes. Un jour, j'ai demandé à Alexander d'organiser quelque chose. Une visite dans une prison à sécurité maximale. « Es-tu sûr, Lucie ?» a demandé Alexander. « Tu n'as pas à faire ça. »« Je sais, » ai-je dit. « Ce n'est pas pour eux. C'est pour moi. » Le dernier chapitre. Alexander et moi étions assis dans une salle de visite stérile, séparée par une épaisse vitre. Deux silhouettes en combinaison orange terne ont été conduites de l'autre côté. Le temps n'avait pas été tendre avec Carol et Jacob. Ils avaient vieilli de façon spectaculaire. Carol, autrefois si élégante, avait maintenant des cheveux filandreux et négligés. Ses yeux étaient remplis d'une haine enracinée. Jacob avait l'air pire. Il était parti. Son regard était vide. Les vestiges de son charisme avaient disparu depuis longtemps, le laissant une misérable coquille. Des sources pénitentiaires disaient qu'ils se détestaient, se blâmant mutuellement pour leur échec à chaque instant. Jacob n'a même pas levé les yeux, mais Carol m'a regardé avec fureur. J'ai décroché le téléphone de l'interphone. « Bonjour, Carol. »« Bonjour, Jacob. » Carol a ricané. « Es-tu venu te vanter? Profiter de l'argent sale de ton père ?» J'ai souri faiblement. J'ai fait signe à Alexander. Il a décroché l'interphone à côté de moi. « Bonjour. Je voulais juste vous informer tous les deux que le litige civil est terminé. Tous vos biens personnels, la maison de Carol, les comptes d'épargne de Jacob, sa pension de médecin, même les meubles de votre ancienne maison, ont été saisis à titre de dommages et intérêts. » Le visage de Carol s'est durci. Cependant, a continué Alexander, ma cliente, Mademoiselle Franklin, est très généreuse. Les yeux de Carol ont clignoté légèrement, un espoir insensé que je lui ferai miséricorde. Madame Franklin m'a chargé, a dit Alexander, de transférer tous vos biens saisis à la nouvelle branche de la Fondation Lucie Franklin. Nous l'appelons le fonds Carol et Jacob pour les victimes de fraude médicale. Votre argent sera utilisé pour aider les personnes même que vous avez failli détruire. C'était le coup de grâce. C'était un karma parfait. Jacob a finalement levé les yeux, ses yeux montrant une lueur d'horreur. Carol a frappé du poing sur la vitre. « Espèce de diablesse » a-t-elle crié. J'ai finalement décroché mon propre interphone, ma voix calme perçant les cris de Carol. « Tu avais raison sur une chose, Carol. J'ai mon actif le plus précieux. » J'ai sorti une photo d'un Matthew souriant de mon sac à main et je l'ai tenu contre la vitre. « C'est quelque chose que tu ne pourras jamais toucher. » J'ai regardé Jacob, qui fixait la photo comme hypnotisé. « Et toi, Jacob ?» ai-je dit doucement. « Tu es un médecin. Tu as prêté serment de ne pas nuire. Tu as tout perdu, non pas à cause de mon père, mais parce que tu as oublié ton propre serment. Tu as échoué en tant que médecin. Tu as échoué en tant que mari. Et tu as échoué en tant qu'être humain. » Je me suis levé. J'ai regardé Carol une dernière fois. « Tu voulais l'héritage de ma famille. Eh bien, maintenant tu n'as rien. » Alexander et moi nous sommes retournés. Nous n'avons pas regardé en arrière.
Nous sommes sortis de cette sombre salle de visite alors que Carole continuait de marteler la vitre et que Jacob baissait finalement la tête et commençait à pleurer en silence. Dehors, le soleil était éclatant. J'ai pris une profonde inspiration d'air frais. J'étais libre. J'étais forte. J'étais en sécurité. Je suis monté dans ma voiture. Sur la banquette arrière, Matthew dormait profondément dans son siège auto, avec tante Martha souriant en veillant sur lui. J'ai souri en retour. Cette histoire était terminée, et ma nouvelle vie ne faisait que commencer. Alors, je dois vous demander, si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait différemment? Avez-vous déjà ressenti cette trahison déchirante de la part de quelqu'un que vous aimiez et en qui vous aviez confiance? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais vraiment connaître vos pensées.